Bonjour Internet, c'est Esteban Green et merci d'écouter ce nouveau podcast de la radio LCV, enfin plutôt du Discord LCV. Et aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Belmont, de Camille de la chaîne Osmosis. Nous sommes aussi avec Sig et Jérémy Chauvet de la chaîne Isart et avec l'archiludique. Ça, je ne me souviens plus, c'est avec l'architecture ludique. Donc voilà, il me reprendra de toute façon sur sa chaîne. Et aujourd'hui, nous allons discuter donc de ce qu'est l'élitisme vidéoludique ou l'élitisme des joueurs de jeux vidéo ou tout simplement l'élitisme dans les jeux vidéo en 2017. Et pour commencer ce premier tour de table, eh bien je laisse la parole soit à Belmont, soit à Camille, soit à Sig, que le premier coupable s'avance. Oula. Eh J'ai bien cru que Belmont, t'avais je te... dit Belmont. Allez, j'avais dit Ah là là. Belmont. J'avais oublié, Eh oui, j'ai mais menti en parce que fait. t'as dit coupable et je me sens totalement innocent, c'est pour ça. Allez, je t'écoute, Belmont. Nous t'écoutons tous. Eh bah écoute, ce sujet quand même il tombe plutôt à pic quand même avec toutes ces histoires de Dark Souls et de Crash Bandicoot en ce moment. Euh, Parce que d'ailleurs c'est comme ça un petit peu quand on en est arrivé sur ce sujet. Je parle un petit peu de mon expérience de Dark Souls 3 et du fait que sur des endroits comme Twitter, tu peux pas parler de ce genre de jeu sans te récupérer quelqu'un qui t'explique comment tu dois y jouer et pourquoi t'es pas bon. Et du coup, ça m'a bien fait. Il tient quand même. Il y a toujours des petits relents élitistes et du coup, effectivement, ça fait un sujet sympa. Enfin, j'espère. Et donc, c'est vrai que moi, dans l'élitisme, je vois deux genres d'élitisme qui souvent vont de pair, mais bon, c'est pour moi l'élitisme de performance et l'élitisme de goût. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, il faudra peut-être développer après ou j'arrête là. Ou... Mais si tu veux t'arrêter là, après on pourra revenir dessus. Ou Camille, peut-être tu as envie de rebondir? Bah, c'est à peu près ce que j'avais relevé aussi, en fait, parce qu'on retrouve la notion de, pour être un vrai joueur, entre guillemets, il faut avoir joué à ça, 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 ça. Ou alors, il faut également avoir eu des scores, enfin, des scores, parce que dans le jeu vidéo, contrairement aux autres médias, il y a quand même cette notion de on joue, enfin je veux dire c'est logique, soit, mais on est noté, entre guillemets, on a la capacité d'avoir un score à la fin sur ce qu'on a fait sur pas mal de jeux, on va dire. Et il y a cette notion d'avoir le meilleur score, d'être le meilleur. Alors que le jeu vidéo, c'est aussi, c'est pas que de la compétition, en fait. Et il y a certaines personnes qui sont à fond là-dedans et qui parfois restent opaques entre eux à ne vouloir s'entourer que de personnes performantes, entre guillemets, sur le jeu vidéo. Donc Donc, un aspect très performatif du jeu mm, vidéo et aussi doublé d'un aspect communautaire en fait. oui, exactement. Voilà. Sig, est-ce que tu veux rebondir un peu sur ce qui a déjà été dit? Eh ben, moi, je voulais dire que je voyais deux formes d'élitisme dans le jeu vidéo et elles ont déjà été développées. Du coup, D'accord. Et mais Donc ouais. du c'était coup, quoi? alors peut-être pour approfondir un petit peu déjà on pourrait partir donc un petit peu sur ces deux axes. Donc d'un côté il y a tout ce qui est performance et de l'autre donc l'aspect communautaire. Donc je vous propose d'aborder d'abord le sujet de la performance, ce qu'on entend par performance et comment on en fait une caractéristique de l'élitisme. Et puis ensuite, on verra après pour la suite des choses. J'en profite aussi pour rappeler aux personnes qui veulent intervenir lors de cette radio libre qu'elles peuvent le faire. N'hésitez pas à prendre la parole et on fera en sorte de vous la passer au moment venu. Donc, premier point que je propose d'aborder, c'est cet aspect de compétences nécessaires. Alors, la première question qui me viendrait, c'est comment on détermine cette compétence? Là, peut-être Belmont, toi, par rapport à ton exemple sur Dark Souls, comment on visualise cette compétence qui te fait devenir élitiste ou sur d'autres jeux si Camille et Sig veulent rebondir à ce niveau-là. Euh, je vous laisse la parole. Euh, je pense.
ça dépend vraiment des communautés, enfin des jeux, parce que généralement ça finit par se créer, enfin donc la communauté entre guillemets élitiste va finir, enfin va se créer autour du jeu et va finir par créer ses propres règles de... Bah, il y a aussi des je trouve. succès hein, d'une Oui, manière générale. les succès, mais je veux dire, l'élitisme, il remonte à loin, à une époque où il y a un bon temps où il n'y avait pas encore les succès. Euh, enfin, j'ai vu cette transformation. C'est un peu vieux con dit comme ça, mais quand j'ai commencé à jouer à des MMO, il y a super, j'ai un train qui passe. C'est pas grave, hein. La vie continue. Donc Oui, tu jouais sur mais les du coup, mémos? quand je parle, c'est pas très agréable là. Ah non, mais pas de Je pense. soucis. Voilà, c'est bon, il est passé. Merci le train. Je pense que c'est un élitiste qui est contre cette chronique. Oui, donc je disais, les règles finalement elles sont définies par les joueurs entre eux, ou par exemple sur Monster Hunter, à une époque où je consultais beaucoup GameFAQs, je voyais beaucoup de gens qui venaient expliquer à d'autres joueurs que utiliser, parce que quand on commence les missions pour chasser les monstres, on a avec nous des potions, des pièges, des grenades flash pour éblouir le monstre et tout ça. Et j'en voyais plein qui commençaient à expliquer que si on utilise ça, c'est de la triche. Qu'on n'a pas besoin de ça pour battre les monstres et que du coup, si on utilise, on est nul et c'est de l'anti-jeu. Et Ouais, c'est du presque coup, des règles créées c'est par ça. les joueurs en plus des mécaniques qui sont dans le jeu, quoi. Voilà, c'est une espèce, Ouais. c'est un petit peu une espèce de jeu dans le jeu, quoi, où Ou tu alors crées on... des règles additionnelles, des contraintes en plus que tu dois respecter Ça. pour être le meilleur, quoi. Ouais, il y a Oui, cette idée de superposer des règles, donc. oui, De créer. c'est une forme de méta-jeu qu'on peut déjà retrouver aussi dans les MOBA. Mais je me souviens de World of Warcraft aussi qui avait développé tout un système de points, les DKP. Et c'était assez intéressant de voir ça, je trouve. Peut-être que tu Euh, peux nous parler un petit peu de ce que ça signifie. En même temps, peut-être décale un petit peu ton micro, parce qu'on t'entend un petit peu souffler. Et je te Est-ce que propose ça de continuer. Ouais, c'est parfait. Et je te propose de continuer, donc du coup, un petit peu sur World of Warcraft, sur ce que tu me je disais. suis, je suis désolé si je vous ai coupé, si vous avez d'autres choses à dire avant Mais ça. non, non, vas-y, Non, mais vas-y, Non, continue. non. Ok. affirme-toi. Eh bien oui, le système de DKP, je me souviens plus exactement comment est-ce que ça marchait. Je sais juste que tous les joueurs avaient un nombre de points euh, qui était attribué par les autres joueurs et les points Ouais. augmentaient ou baissaient en fonction des raid leaders et de leur appréciation de ce qu'on faisait dans le raid. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres aujourd'hui où effectivement les joueurs se notent entre eux. Je pense à Overwatch, tout ça, où on se donne des. Ça, peut-être que ça encourage aussi ça, quoi. Mais c'est vrai que je le vois pas comme Vachement, ça à la base. mais sur les MMO, en fait, il y a des outils qui se sont développés pour ça, Mm. ce qu'on appelle entre connaisseurs le Voilà, Kikimeter, exactement. hein, qui porte bien son nom, quoi. C'est pour analyser le DPS de chaque joueur bon, c'est souvent utilisé Ouais. dans les raids, chaque joueur du raid, et comme ça on peut définir en temps réel, de dire bouh, lui il est nul, son DPS il est pourri, kické-le. Et ça s'utilise, enfin des trucs comme ça s'utilise de plus en plus. Les MMO en fait, Blizzard a apporté vachement de choses avec World of Warcraft, mais il a aussi apporté tout un lot de professionnalisation du jeu, en fait, j'ai l'impression, du MMO, Il où me en fait on perd semble, un peu le côté plaisir pour arriver sur un côté vraiment performance à tout prix. il me Et semble que les premiers, si je dis pas, c'est possible que je dise une connerie, mais il me semble que les premiers articles, enfin en tout cas les premiers échanges qu'il y a eu autour de l'élitisme dans le jeu vidéo, c'était à partir des MMO, si je dis pas de grosses conneries. Corrigez-moi. On va peut-être pas s'avancer alors. C'est ça. Il me semble que l'effervescence a commencé à partir de là, mais Qui a vraiment je ne été suis pas peut-être sûre. devenu visible à un Peut-être. très large public, peut-être. Parce que depuis Mais tout par... à l'heure, on parle des MMO, mais déjà, par exemple, sur borne d'arcade, il y avait des scores et il y avait des tournois et on essayait de savoir qui était ce mec, ce AAB,
pour lui éclater. Enfin, il y avait quand même un peu de. En fait, est-ce que c'est la compétition qui a mené à l'élitisme ou est-ce que c'est complètement autre chose? C'est une question, voilà. Bah, là, de ce que vous semblez dire un peu tous les trois et de ce que j'arrive un petit peu à résumer maintenant, c'est, disons plutôt que au début, il y a eu donc cette idée dans le jeu. En fait, il y a eu des structures qui permettaient déjà de mettre en place des classements. Donc là, c'est ce que tu disais, Camille, par Mm. exemple, au niveau des bornes d'arcade. Pour reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur les points auxquels tu n'étais pas sûr, t'avais par exemple, il y avait aussi des journaux qui Mm. proposaient à leurs lecteurs d'envoyer leur score, et si le score était bon, il C'est était vrai. publié, et oui, oui, c'était les années 90, on ne connaissait pas encore le réchauffement climatique, c'était la belle vie. Et donc il y avait cette idée de structure donc, dans les trois témoignages que vous venez de nous dire, donc la structure du jeu qui elle-même met en place d'elle-même un classement qui va venir agencer les joueurs. Le Mm. deuxième point que vous avez tous les trois identifié, c'est cette présence dans certaines communautés finalement de metagame, Mhm. donc d'ajout de règles par-dessus les règles qui composent déjà la structure du jeu. C'est ça. Donc voilà un petit peu les deux points que j'ai identifiés à partir de vos témoignages. Et en vous écoutant, on se demande si c'est forcément une mauvaise chose, la performance. Dans vos trois discours, revenez un petit peu ce regret du jeu peut-être un peu libre, en disant, voilà, insouciant quasiment. Mais est-ce que la performance n'est pas non plus quelque chose d'intéressant? Alors la semaine dernière, nous avons eu les Games Done Quick, et là où il y a une recherche de la performance, donc si ça reste un milieu aussi très très élitiste, et peut-être ce serait intéressant d'avoir un petit peu votre ressenti par rapport à ce type d'événement, ce type de communauté aussi. Comme ça pourrait permettre peut-être un petit peu de comparer un peu la chose. Juste par rapport à la performance, évidemment, enfin, il n'y a pas de négatif Il n'y a dans pas la de jugement. performance. Mm. Ouais, je trouve, il y a vraiment rien de. C'est toujours impressionnant de voir des joueurs qui font des super scores, etc., qui maîtrisent complètement un jeu. C'est toujours excellent. En revanche, là où on parle plus d'élitisme, et effectivement, il y a du négatif pour moi dans le terme élitisme, je trouve ça assez négatif, c'est le côté communautaire, opaque, et le fait de valoriser des personnes, que les personnes se valorisent entre elles, en fait. C'est en dehors de tout, et elle n'inclut que des personnes qui passent des étapes ou des scores, en l'occurrence dans le jeu vidéo, que si tu arrives à faire ça, alors là, oui, effectivement, tu fais partie de ma. Il y a un truc un peu tribal, quoi. Et Mm. ça, c'est assez. Ça ne sert à rien, en fait. Personnellement, je ne vois pas l'utilité sociale d'être comme ça, à part de se. Tu parlais de Kiki Makers tout à l'heure, et ben c'est un peu se toucher la nouille entre nous. Voilà. Et à l'inverse, la performance, notamment, je pense à l'e-sport, etc., ça, c'est très positif pour moi. Mais voilà. Belmont, tu voulais réagir? Oui, non. En fait, je pense que ce qu'on pourrait dire une bonne différence entre les speedruns et enfin même s'il y a une compétition mondiale, enfin chacun cherche à faire le meilleur score, mais entre les speedruns et du coup la compétition qu'on trouve dans l'élitisme, c'est c'est qu'il y en a qui recherchent la performance juste pour la performance, quoi, pour se dépasser eux-mêmes, pour arriver à faire la meilleure chose possible. Et l'autre, à mon avis, c'est la performance pour écraser les autres, pour être au-dessus, quoi. Enfin, moi, je la vois comme ça, la différence de performance entre le, le bon et le mauvais élitisme. D'accord. Donc en fait tu fais là vous êtes il me semble tous les trois d'accord. Sig, tu pourras confirmer ce que je dis. Vous semblez d'accord pour dire en gros que il faut être capable de distinguer l'intention en fait de la personne qui se considère élitiste, et à Mhm. partir de l'intention identifiée, ok, vous allez être capable de dire, ok, ça, c'est quelque chose que j'accepte dans mon système de valeurs, de morale, etc., éthique, quasiment en employant les grands mots.
Et inversement, voilà, si vous identifiez une intention qui est plutôt négative, là par contre, ça ne passera pas. Sig, est-ce que tu confirmes ce que je dis ou tu nuancerais un peu? Ah, alors moi je suis juste pas d'accord sur le fait d'être ok avec le fait que quelqu'un se dise élitiste. Parce que quelqu'un qui se dit élitiste veut dire moi je crois qu'il y a des élites dans le jeu vidéo, Mm. des gens qui ont plus de pouvoir dans la communauté. Et ça je suis pas d'accord. Alors alors, c'est super intéressant. Si tu peux, est-ce que tu veux approfondir un petit peu comme ça? Ben, simplement le fait de dire qu'il y a des élites, c'est donner plus de crédit, plus de pouvoir à des gens sur des critères assez obscurs, comme l'a dit Camille. Euh, et, et oui, je ne peux pas accepter que des gens dans une communauté de passionnés disent, voilà, il y a des gens qui ont plus de légitimité à faire partie de notre communauté que d'autres. D'accord. Belmont, ça te Oui, trigger alors, un peu? ah non, totalement pas. Parce que pour moi, enfin, le terme élitisme est forcément mauvais. À partir du moment où tu parles d'élite, il y a une hiérarchisation des gens. Et enfin, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Sib, quoi. Moi, D'accord. le seul petit truc que je voulais rajouter tout à l'heure sur les histoires de performance, enfin, pour moi, à un moment où la recherche de performance est bonne, c'est à partir du moment où tu ne juges pas celle des autres, en fait. C'est quand tu recherches toi à faire toujours mieux, mais sans diminuer ceux qui n'arrivent pas en fait, enfin ceux qui font moins bien entre guillemets quoi. C'est vraiment voilà une recherche de l'amélioration et pas d'être meilleur que les autres, d'être juste Donc, meilleur que soi-même. donc là, vraiment, c'est ce qu'on pourrait décrire comme le comportement du speedrunner, en fait, qui va beaucoup partager aussi pour que d'autres puissent aussi le dépasser, enfin, exploser son record, etc. Donc là, c'est un peu plus ce que tu décris, si je comprends bien. Ouais, pour moi, enfin, ils sont totalement dans cet esprit-là, quoi, parce que enfin, on voit, ouais, ils diffusent leurs techniques et tout ça. Enfin, les codes sont connus. Après, enfin, chacun cherche à découvrir un nouvel exploit pour tout le monde en profite. Enfin, je pense que c'est une compétition qui est saine, quoi. D'accord. Jérémy, il me semble que tu veux rebondir. Oui, je trouvais le principe de l'élitisme, je voulais revenir sur l'intention, parce qu'en fait, pour moi, il peut exister un bon élitisme. Euh, Par exemple, on prenait l'exemple des MMORPG. Donc, j'ai des exemples qui sont très concrets, comme le fait que quelqu'un va rush une instance ou quelque chose comme ça. Donc, il sait qu'il a un niveau supérieur, ne serait-ce qu'en termes de niveau du personnage, mais peut-être aussi de connaissance de l'instance, connaissance de l'expérience, juste parce il est plus vieux dans le jeu, en fait. Et donc, il va rusher l'instance à des personnes qui vont être a priori dans sa guilde ou autre, ou juste comme ça, sur la base d'un recrutement dans le chat, et il va permettre à une personne de plus bas level de passer une instance comme ça directement, lui laisser tous les loots, tous les objets, et ainsi de suite. Donc Donc, là, ouais, pardon. peut y avoir a priori une bonne forme d'élitisme, et encore faut peut-être essayer de la cadrer. Et je trouvais assez intéressant d'essayer de voir, parce qu'il y a Richard Bartle, qui est un auteur qui est assez... j'ai pas eu le temps de le lire, mais je sais qu'il a commencé à créer une classification Ouais. d'une évolution des profils de joueurs dans les MMORPG. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il part des gens qui arrivent dans un jeu sans forcément avoir soit en ayant des a priori, soit sans avoir d'a priori, ou en tout cas juste l'intention de s'amuser, et finissent au fur et à mesure par rester sur le jeu alors même qu'ils l'ont fini, soit parce qu'en fait ils ont acquis une meilleure connaissance du jeu et de son fonctionnement et peuvent l'utiliser soit pour jouer, soit pour les autres, soit pour être aussi au détriment des autres, et soit parce qu'en fait il s'est fait une bande de potes et il veut rester sur place parce qu'en fait il y est bien. Mais pour autant, parce qu'il a réussi à créer un réseau étendu à l'intérieur du jeu et au-delà du jeu, fait de lui finalement une sorte d'élite, sans forcément que ce soit négatif ou que c'est une volonté négative à la base. Donc
Pour conclure un petit peu ce tour de table, là, si je comprends bien, finalement, alors le mot élitisme, on peut l'accepter ou pas. Là, ce sur quoi tous les quatre maintenant vous êtes arrêtés, c'est vraiment sur la compétence et vraiment la compétence intrinsèque du joueur. C'est vraiment le joueur qui manipule et qui rentre en interaction avec les règles du jeu. Et globalement, vous êtes tous d'accord pour dire que si cette compétence va être mise à disposition d'une amélioration personnelle, mais aussi d'une amélioration de on va dire du cercle d'amis ou du cercle de connaissances du joueur, ça peut être une bonne forme d'élitisme, en tout cas dans le sens où le mot, à ce moment-là, de cette discussion, le mot élitisme n'est pas vraiment, peut-être n'est plus forcément le bon terme approprié pour signifier ce que l'on entend. Je résume à peu près bien ce sur quoi vous avez parlé ou pas du tout? Pour moi, Si, oui. si. Ouais, c'est ça. Ouais, Ça va? paraît bien. Ça va, dis donc, Alors, je suis je me en retrouve forme. dedans. Je suis en Ah, forme ce soir, c'est beau. Alors du coup, on est tous d'accord, il fait beau, etc. Il ne pleut pas, on vit chez les bisounours. Problème, là j'identifie le fait qu'en fait on est parti dans une direction dans la discussion qui était un élitisme qui était lié vraiment à la compétence. Bon, on pourrait envisager un autre élitisme, par exemple celui qui est lié à la culture. Et donc là, on dépasse quelque chose, un cadre un petit peu rationnel, voire scientifique. Par exemple, on a régulièrement des exemples sur Twitter, sur Facebook, de personnes qui se plaignent et qui énoncent une fois encore que les jeux vidéo c'était mieux avant, que les Dark Souls, ceux qui ont joué à Dark Souls, eh ben, ce ne sont pas des vrais joueurs parce qu'ils n'ont pas joué à Crash Bandicoot, forcément. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu votre ressenti sur ce sujet? Est-ce que ça c'est de l'élitisme pour vous? Est-ce que du coup, est-ce que vous êtes plus dans est-ce que vous restez dans la discussion à propos de cette forme d'élitisme ou alors, par contre, est-ce que vous êtes bien plus tranché sur vos partis pris? Belmont? Du coup, effectivement, c'est un des trucs que j'évoquais, du coup, l'élitisme de goût. Hmm. D'ailleurs, il me semble que c'est Oteksu qui avait fait un article sympathique sur ce qu'il appelait le bon goût, pour dire que c'était quand même un truc dangereux. Et le truc, c'est qu'à une certaine époque, je me reconnais là-dedans quand même, parce qu'à une époque, je pensais aussi que certains jeux, on a tous critiqué Call of Duty, des trucs comme ça, en disant oui, bon, quand même, c'est pas enfin, c'est scandaleux, gna gna, tout ça, quoi. J'ai mis un petit moment à me dire que finalement, on ne devrait pas, enfin, on ne devrait pas juger des goûts, des goûts des autres sur ce genre de. Bon, les goûts, c'est subjectif. Et du coup, on peut pas pouvoir décider de dire qui est un vrai joueur ou pas en fonction de ce dont des jeux auxquels il a joué, parce que chacun a son propre, chaque groupe va avoir son référentiel de jeu déjà. Puis c'est un petit peu dommage aussi pour ceux du coup qui sont pas nés à une certaine époque, ils vont pas avoir joué à tout un certain truc, et ils pourront jamais rejoindre le club entre guillemets, parce que juste ils ont pas pu connaître les produits de l'époque comme avec Crash Bandicoot. Et ouais, du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose de néfaste. C'est cette histoire de dire ça c'est un vrai jeu, ça c'en est pas, ou si t'as pas joué à ça, tu connais rien. C'est enfin, c'est vraiment quelque chose de malsain, quoi. Et bon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, hein, mais c'est vrai que ça touche pas le jeu vidéo quand même. D'accord. Camille, toi aussi tu as Ouais, quelque chose à dire? ouais, ouais, j'allais dire à peu près la même chose, hein, du fait que bah déjà c'est quelque chose, cet élitisme de connaissance des médias, des jeux, des titres, de ce que tu veux, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans absolument
tout ce qui est culturel, au final, il faut avoir lu Le Temps retrouvé, il faut avoir vu... Non mais... Et oui, je l'ai fait. Et oui. Il faut avoir vu certains films, c'est obligatoire pour avoir une culture. Et tu es jugé si tu n'as pas vu certains films, si tu n'as pas vu 2001, l'Odyssée de l'espace, tu es jugé. Ce Si film tu est n'as nul. Pardon. Putain. Alors, On il y a va quelqu'un pas qui se se lancer. reconnaît. On va perdre des Alors, abonnés bellement. il vient de dire les goûts et les couleurs, ça se juge pas. Et là, il arrive et il dit ce film est nul. Bravo. Oui, mais ça marche pas pour les films parce que moi je connais les vrais films qu'il faut voir. C'est pour Ah ça. oui, voilà. Et donc, bref, c'est quelque chose qui se retrouve dans toute la culture. Et, et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à... Donc, ça doit être quelque chose de plus ou moins humain, de plus ou moins social, hein, cette réaction-là. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à assimiler que chaque personne a son expérience avec chaque film, avec chaque livre, avec chaque jeu vidéo. Et de ce fait, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire à quelqu'un il faut absolument que tu aies lu ça, et alors que c'est super chiant. Enfin, il y a des choses à connaître, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment obligatoire? Enfin, qu'est-ce que ça fait une hiérarchie des gens selon leurs connaissances? C'est assez bizarre en fait, comme principe. Et après, donc du coup, on va avoir des communautés qui vont te dire que tel objet culturel est plus important que tel autre, ou que telle Exactement. hiérarchie est plus importante que telle autre hiérarchie. Jérémy, toi Pardon. aussi, tu veux ajouter ta pierre à la discussion. Bah, pour avoir vécu ce phénomène en fait de l'élitisme, mais en étant un vieux aigri et élitiste, Alors, ils sont tous sur LCV de toute façon. c'est ça. Voilà. Je me disais, est-ce que ça vient pas d'une espèce de frustration et d'une sorte de perte de candeur vis-à-vis de la pratique du jeu vidéo, et une espèce de dichotomie entre des hardcore players et du casual gaming? Parce que, en fait, ce qui est assez. En fait, les plus gros genres de jeux vidéo maintenant sont sur mobile et c'est du jeu casu en fait. Mm. Et à côté de ça, on a des espèces de querelles de clochers entre les PCistes, les consoleux, et au milieu de tout ça, bah, il y a ceux qui jouent sur téléphone qui écrasent tout le monde, quoi, parce que par le nombre. Donc je pense que c'est aussi une sorte de mécanisme de rejet par rapport à une perte de repères et par rapport à un moment où on se sentait bien dans sa pratique du jeu vidéo, et que on voit qu'elle est en train d'évoluer et que du coup on est en train de perdre le contrôle, et du coup on se met sur une sorte de piédestal pour se dire bah écoutez, moi ma pratique elle est meilleure. Ah, donc en fait, c'est de ce que tu dis, en fait, c'est l'élitisme, en tout cas au niveau culturel, ce serait une forme de protectionnisme en gros. C'est je protège mon terrain, c'était ma chasse gardée, Mm. et j'empêche, je lutte contre la propagation en fait, ou en tout cas le fait que l'objet me sorte des mains en fait. C'est à peu près ça. Est-ce que Sig, toi aussi tu veux rebondir sur ce qui a été dit? Alors, moi je vais mettre fin au podcast tout de suite en vous disant D'accord. tous regardez Tout le monde peut-il jouer au vidéo de Game Spectrum. Oui. D'accord, Euh, très bien. Si vous l'avez pas encore vu, ça parle exactement de ce dont on est en train de parler. Mais non, plus sérieusement, je suis très content que Jérémy ait dit ça parce que, eh bien, c'était un des axes que je voulais aborder. Effectivement, le fait d'avoir une forme d'élitisme dans la, disons, dans la culture vidéoludique, ça peut être intéressant pour garder une, on va pas dire une qualité parce que c'est pas ça non plus, mais pour avoir des codes qui restent, qui sont compréhensibles au fur et à mesure de l'évolution du médium. Mais effectivement, je vais rejoindre Belmont sur l'idée que bah, finalement, dire à quelqu'un tu joues pas aux jeux vidéo parce que tu joues à je sais pas Cookie Clicker ou à, à Candy Crush sur ton téléphone, bah
c'est pas une pratique particulièrement intelligente de mon point de vue. Alors là, donc, j'ai pas bien suivi la fin. Donc en fait, donc, tu es d'accord avec Camille, avec Jérémy et Belmont sur le fait que bon, l'élitisme finalement, on peut pas trop, ça vient un peu comme un mécanisme de protection. Par contre, après, toi, tu viens un petit peu attaquer les gens qui vont jouer à des cookie clickers, c'est ça? Ou Non, 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 au justement. contraire. Au contraire, justement, qui y jouent s'ils apprécient, et c'est tout autant un jeu qu'un Dragon Age ou un autre jeu. Là, ce serait intéressant d'avoir un petit peu vous dans vos vies perso, alors sans aller trop dans le personnel, je n'irai pas jusque-là, mais quand vous avez tenu ce genre de discours auprès de soit de potes ou de vos frères et sœurs ou de votre famille, etc., comment c'était perçu quand vous avez dû dire, quand vous avez osé dire que Candy Crush, finalement, c'était pas si pire que ça et que les gens avaient le droit d'y jouer. Quelles ont été les réactions en général? Hum, Oula, une question difficile. Bah, Vas-y Camille. c'est que perso, dans. Ah non, Pardon. Belmont du coup. Vas-y, Enfin, vas-y, Belmont. Ah, je sais pas, j'ai. Enfin, non, oui, bon. Bah, perso, dans mon entourage, enfin, la plupart des gens, ils s'en foutent des jeux vidéo. Euh, Ça. donc, je pourrais leur dire, ouais, Candy Crush, c'est un jeu, ouais, ok. Je veux dire, ils connaissent pas grand-chose aux médias, ça les intéresse pas plus que ça. donc t'as pas Euh, vraiment eu l'occasion de discuter, d'avoir ce type de discussion avec les gens de euh, ton entourage. ouais, non, voilà, on n'a pas trop parlé après trop parlé vraiment des jeux mobiles. Après, c'est vrai que moi j'avais cette position à une époque, à dire quand même enfin, les jeux mobiles c'est abusé, mais en fait, ce qui me gênait et ce qui passe du coup souvent pour l'élitisme, en fait, c'est c'est les pratiques en fait souvent commerciales et de manipulation psychologique qu'il y a derrière et tout ce qu'on retrouve de clonage en fait sur ces marchés-là. Parce qu'il y a plein de jeux super intéressants sur mobile, même Candy Crush. Enfin, je veux dire, le jeu, en fait Candy Crush, ce jeu multi, mais pas pour le jeu en lui-même, mais pour ce qu'il représente, c'est qu'il a pompé complètement un concept qui existe depuis des années, et dedans, il a incorporé des trucs de manipulation psychologique pour forcer les gens à cracher du pognon de plus en plus. Et moi, c'est ça quand j'attaque Candy Crush, c'est ça que j'attaque. C'est pas le jeu en lui-même ou le fait que des gens ils ont envie de se faire des parties de 3 minutes quand ils sont dans les transports. Ça, Mm. c'est très très bien ça. Mais tout le truc sale autour, c'est ça qui m'énervait beaucoup en fait. Ouais. Quand- Camille, toi, au niveau de tes expériences perso, de discu et tout ça, Alors moi, je suis un peu dans le même cas que Belmont, c'est-à-dire que dans ma famille, mon père est geek, ma sœur est geek, et ma mère ne s'intéresse pas du tout aux jeux vidéo. Mais à l'inverse, pendant longtemps, pour ma mère, le jeu vidéo n'était pas ni un produit culturel, ni n'était pas un art, quoi. Enfin, évidemment, si c'était pas un produit culturel, c'était vraiment une sous-culture. Donc il y avait une hiérarchisation des produits culturels entre guillemets. d'accord. Euh, Au-delà de ça, par rapport aux jeux sur mobile, je pense que tu t'en souviens, Esteban, puisque tu étais dans la salle avec nous. Quand on a fait à Super Demain, il y avait la conférence sur l'image de la femme dans les médias. D'accord, ouais. Et il y avait, alors j'ai oublié le nom d'intervenante qui travaillait dans le jeu vidéo. Et elle expliquait qu'effectivement, les femmes jouaient massivement, enfin, Ah, les tu veux dire joueurs. Marion Coville, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. D'accord, donc Marion Coville, chercheuse, sociologue, tout ça, pour situer un Yes. petit peu. Merci Esteban. Non, non, t'inquiète, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Non, mais c'est normal, je me rappelais pas de son nom, il faut la citer. Et elle expliquait que les joueurs de Candy Crush étaient massivement des femmes et qu'elles pouvaient y passer des heures par semaine, mais qu'elles se considéraient pas joueuses parce qu'elles jouaient à Candy Crush, alors que c'était des joueurs. D'accord. Et il y a quand même une personne qui s'est levée dans le public, qui a demandé la parole et qui s'est levée pour dire ah non, mais moi je les considère pas comme joueuses non plus, hein. Genre c'était juste ça son propos, hein. Et
Et j'ai failli rebondir, mais bon, après, ça aurait pris des plombes et ça aurait fait ce podcast, quoi. Mais en fait, mais si, chacun joue au jeu qu'il veut et chacun a sa relation avec ce jeu vidéo-là et avec le jeu vidéo en général. On perçoit tous des trucs différents, on projette tous des trucs différents, quoi. C'est juste une relation qui est différente. Et voilà, et je crois que j'ai beaucoup dévié de la question. Mais c'est intéressant quand même parce que ce qui était intéressant dans ton témoignage, c'était finalement que il y a une certaine forme d'élitisme qui est socialement acceptée, Ouais, il y a une finalement. hiérarchisation, tu Par sais, t'as exemple, l'opéra tout en haut, le théâtre, et tu descends, quoi. donc ouais non, donc quand même c'est quand même assez intéressant. Je vais avoir une autre question aussi à vous poser à tous les trois, mais peut-être que avant Sig, si toi aussi tu as alors si tu as eu des expériences vraiment sur ce que l'on se demandait, voilà, et si tu avais déjà eu des discussions enflammées autour de toi pour savoir si Candy Crush ou autre c'était quand même du jeu vidéo, on serait très intéressé de t'écouter. Alors en général, quand j'en parle, les gens autour de moi sont assez d'accord sur l'idée que tout jeu est un jeu, mais et est intéressant, il est intéressant d'y jouer. Mais j'ai eu quelques conversations effectivement où des gens pensaient que oui, Candy Crush c'est pas vraiment un jeu de vrais joueurs quoi. Après c'était pas des discussions très très intéressantes. Par contre, je pense que tu es en train d'oublier Jérémy. Ah mais c'est vrai, dis Aussi. donc, mais Jérémy coupe son micro, donc forcément je ne le vois plus présent dans le chat. S'il veut prendre la parole, si Jérémy tu veux réagir là-dessus, Bonjour. c'est malin. Ça, c'est pour le clavier que je coupe le micro. Euh, En fait, il y a une autre, peut-être une autre porte que j'avais vue, c'était les jeux de grind, qui pour moi en fait sont pas du jeu vidéo à mes yeux, ou en tout cas sont une sous-expérience de jeu vidéo, en tout cas l'été à l'époque, parce que au bout d'un moment, on n'a plus l'impression de s'amuser, parce qu'il faut grinder pour obtenir un objectif, pour pouvoir avoir le droit de s'amuser derrière. Donc c'est presque un travail et le fun n'est plus là. Tout comme dans un jeu qui est beaucoup trop facile finalement, eh bien, à force d'enchaîner les choses les unes derrière les autres avec beaucoup de facilité, finalement, l'expérience d'amusement, on ne sait plus trop où aller. Le jeu a du mal à venir titiller notre mémoire parce qu'il est différent. Et donc finalement, en gros, donc toi tu vas distinguer quand même, enfin, ou alors tu as distingué par le passé des jeux qui concentraient tout leur gameplay sur des mécaniques que tu vas définir pauvres, si je résume un peu, et pour toi, toi ça va t'orienter plus ou moins sur quand même ce que tu vas considérer comme des expériences plus intéressantes que d'autres. Je résume à peu près ce que tu dis. Oui, mais après, c'est aussi subjectif parce que c'est une histoire de goût et une histoire de certains jeux vont plus me plaire que d'autres. Mais en fait, j'avais vraiment identifié les jeux de grind. Et encore, alors merci Adeline de me dire qu'il faut que je précise ce que c'est. C'est des jeux où il faut en permanence répéter des mêmes actions toujours. On peut aussi utiliser le terme de farm pour pouvoir avoir accès à quelque chose d'autre, à un autre niveau d'amusement. Et après, il y avait des jeux qui étaient trop faciles, ou finalement. Alors, ça fait un peu élitiste de dire il y a des jeux qui sont trop faciles, mais mais il y a vraiment des jeux où la difficulté est vraiment mise très très basse pour qu'ils soient extrêmement accessibles et que du coup, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus habitués à jouer aux jeux vidéo, mais à certains types de jeux qui sont plus difficiles, on va dire, qui vont avoir tendance à s'y ennuyer peut-être. D'accord. Je ne sais pas si ça précise le fond de la pensée. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir dans une discussion comme celle-là, finalement, où les limites du langage viennent
bloquer un peu notre pensée, c'est un exercice qui est très compliqué, hein, forcément. Camille, tu veux réagir par rapport à ce qui a été dit? Alors oui, parce que par rapport à ce qu'a dit Jérémy, ça me fait rire parce que justement j'avais testé Candy Crush au début quand c'était sorti parce que il y avait toute une effervescence autour, donc il y a Belmont qui s'est étouffé. Oui, j'ai testé Candy Crush et je sais pas, je t'ai vu en vert et Taper sur le micro sans faire gaffe. il n'y a pas de mal. Et j'avais trouvé ça très facile, vraiment, mais beaucoup trop facile. J'avais testé sur le portable de quelqu'un d'autre et elle était déjà à un niveau avancé et j'avais trouvé ça mais d'une facilité flagrante en fait. Et pourtant, ces jeux-là, tous ceux qu'on considère pas forcément entre guillemets comme des jeux difficiles ou certains auraient envie de dire des vrais jeux, ce qui n'est pas le cas. Pourtant, il y a toujours des mécaniques à apprendre, il y a toujours une masterisation du jeu qui se met en place, on devient de plus en plus à l'aise sur le jeu. C'est les mêmes mécaniques au final entre grosses guillemets, un vrai jeu, ce que nous on considère, ce que certaines personnes considèrent comme un vrai jeu. Il y a les mêmes mécaniques en fait d'échange avec le jeu, d'apprentissage, etc. Et il y avait un jeu tout pourri sur navigateur auquel je jouais il y a très longtemps, qui était free to play, donc pareil, c'était vraiment basique. C'était un jeu de management d'une pizzeria, mais c'était nul, hein. C'était vraiment... objectivement, je me suis bien amusée quand même. Et j'ai même appris, franchement, au niveau de la... c'est idiot ce que je vais dire. Au niveau de la hiérarchisation des tâches en période de rush. Ah d'accord, donc en fait le jeu t'a même aidé en fait à devenir Ouais, compétente. carrément. Exactement. Il y D'accord. avait des périodes au boulot où je me revoyais faire des mécaniques, tu sais, que j'avais appliquées sur le jeu pour des stratégies, en fait, que j'avais utilisées dans le jeu pour pouvoir réussir mes super pizzas. D'accord. Voilà. Bon, on dévie on dévie un peu du sujet. Je vous propose de Un petit peu. conclure sur cette question, sauf s'il y a quelqu'un qui veut réagir une dernière fois entre vous quatre, ou bien sûr si le public aussi qui nous écoute, et merci à eux d'être là, si quelqu'un veut réagir. Et Sig, Oui, il y a une forme d'élitisme dont on n'a pas parlé. Euh, c'est celui du genre. Oui. ah, Oui, parce que ça reste quelque chose d'assez important dans la culture vidéoludique, de considérer que eh bien, les femmes sont moins présentes, jouent moins, sont moins bonnes ou sont moins d'accord, ce genre-là. capables. Oui, Je pensais que tu allais parler plutôt du genre vidéoludique des jeux ou certains genres qui seraient, par exemple, les jeux de combat, ce serait plus des vrais jeux et que les jeux justement, que les bah, genres non, du style Candy Crush et du coup ça, ça, ça a déjà été abordé avec ouais, les jeux de grind en d'accord, particulier. d'accord, ok. Donc Bah, tu veux après, réagir on peut en parler aussi. bah on peut, moi je te propose d'aborder brièvement ce sujet, sauf si ça intéresse aussi les autres personnes et à prendre la parole là-dessus, bien sûr. Et donc, en gros, là où tu veux aller, c'est, en gros, c'était un truc de mec, et ça a évolué, ou ça n'a jamais, ça a toujours été une construction sociale de dire que les jeux vidéo, c'était pour les garçons, etc. C'est ça un petit peu sur Ben lequel tu veux oui, avancer? c'est pas que ça a toujours été une construction sociale, parce que effectivement, c'est vrai que quand on a créé les premiers jeux, il y avait surtout euh, euh, des étudiants en informatique, déjà étudiants, ensuite en informatique à l'époque du début de l'informatique, on avait moins de femmes qui étaient étudiantes, surtout dans ces domaines-là. Euh, euh, mais on a vu très rapidement des jeux qui ont été développés avec l'aide ou entièrement par des femmes. Je pense surtout Allez, aux jeux d'aventure. mais oui, tout à fait, hein. Et donc, on peut pas vraiment dire que le jeu a toujours été entièrement masculin, quoi. Ah oui, ça, Euh, mais effectivement, il y a cette idée comme quoi le jeu vidéo est masculin, probablement parce qu'il appelle un public masculin. Voilà.
Tu veux dire avec que en des... termes de marketing, par exemple, il y a un petit peu un marketing orienté, c'est ça? Oui, bah, on peut regarder la pub de Sega pour sa Mega Drive, par exemple, qui est très orientée sur le masculin, effectivement. Ou même simplement les jeux d'arcade qui avaient des contrats qui étaient passés avec les salles qui voulaient vraiment des jeux pour les garçons, parce que, parce que ça vendait plus, apparemment. Voilà. Après, bon, Donc finalement, le jeu vidéo, ça devient un espace, enfin est devenu ou a été, enfin j'ai absolument pas les bons termes hein, pour cette discussion, ça a été aussi un outil on va dire, de lutte entre différents groupes sociaux, classes sociales, etc. Ça, est-ce que ça résume un peu ce que tu as dit? oui. Voilà. Camille, tu réagis. Ouais. Ouais, je voulais réagir parce que c'est... Alors en fait, au niveau des pubs, il y a énormément de pubs des années 70 sur les jeux vidéo qui mettent en scène des femmes et des hommes, et c'est assez... Il y en a beaucoup plus que dans les années 90, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en place au final. Comme tu disais, au bout d'un moment, pour les bandes d'arcade, ils se sont dit non, non, on veut des bandes d'arcade de vrais mecs et on veut pas des bandes d'arcade de filles. Donc les femmes ont été mises de côté assez vite sur le jeu vidéo. Et je vais parler vite fait de mon expérience personnelle. Quand j'étais petite et qu'il y avait un jeu à tester en magasin, j'étais obligée de faire des coudes pour... En fait, par exemple, il y avait un petit garçon qui jouait, il se retournait pour passer la manette au suivant. Donc là Il... c'est un souvenir vraiment que tu as Ouais, c'est vécu. vraiment... Ouais, ouais, ça c'est mon vécu. Il se retournait pour passer la manette au suivant. J'étais derrière, il comprenait même pas que je voulais jouer, en fait. Et bon, ce gros détour là pour vous dire que en fait, il y a un élitisme. Ça s'est installé, le fait que les garçons entre guillemets étaient plus forts que les filles aux jeux vidéo. Ça s'est installé parce qu'on les a mises de côté. Et aujourd'hui, on y revient, heureusement. Mais On en revient, tu veux dire on plutôt. en revient, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a encore, je pense, il y a encore un certain... Enfin, les femmes sont en dessous, quoi, dans le jeu vidéo. Par exemple, j'ai un collègue, encore une fois un souvenir, quand il a compris que je jouais aux jeux vidéo et que c'était ma passion et que j'en faisais beaucoup, il m'a demandé ce à quoi je jouais. Donc, je lui ai sorti, je lui ai dit, oh, bah moi, je suis plutôt MMO, voilà, en ce moment, ça. Il connaissait pas les titres. Et il m'a dit, mais est-ce que tu as déjà joué aux Sims? J'ai dit, bah D'accord. oui. Il m'a dit, ah bah ça va, ça c'est vraiment un jeu pour filles, hein. Tu sens la logique? Ah, non, mais c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et il y a vraiment ce côté, voilà, il y a des jeux pour garçons, il y a des jeux pour filles. Les jeux pour filles sont moins bien. C'est parfois, bon, on en reparlera. Mais il y a des jeux qui sont associés aux filles et les filles sont associées à mauvaises joueuses. Voilà. Et ça, on est encore en train de le combattre aujourd'hui, je pense. Et donc c'est très important, enfin, c'est très important de continuer là-dessus. Mm. Je vous propose de passer à un autre sujet, car il y a une nouvelle question en fait qui me taraude un petit peu l'esprit. C'est par exemple les rapports. Alors ça rejoint un peu les discussions que nous avons eues hein, sur les aspects culturels de l'élitisme vidéoludique. Et c'était un petit peu comment les différentes communautés s'observaient, notamment les personnes qui se revendiquent joueurs de jeux vidéo indépendants. Alors, vous mettez la définition que vous voulez derrière le, le terme indépendant, et les joueurs qui, eux, vont être des joueurs de jeux plutôt mainstream, en tout cas fortement visibles et présents dans les médias. Et donc, je voulais voilà, un petit peu avoir vos avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut lutter? Ou alors est-ce que ça peut très bien cohabiter sans problème? Voilà, donc élitisme cette fois, indé, mainstream, c'est à vous, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Euh, prendre la... Belmont? Bah, moi je veux bien. Voilà. Belmont. Bah, du coup, je pense qu'en fait, ce truc-là, ça rejoint un petit peu l'histoire de
communautarisme qui avait été vu plus tôt pour l'espèce d'élitisme pour protéger entre guillemets enfin, ce qui existe. Donc là, des joueurs qui se sont mis à critiquer tout ce qui n'était pas des vrais jeux, tout ça quoi. Finalement, ceux qui se revendiquent de dire qu'il n'y a que les jeux indés qui sont bien et tout ça, c'est finalement peut-être pousser un peu trop loin la recherche de la diversité Et de la différence. et de la différence, voilà, et d'explorer le média. Et finalement, en fait, en disant qu'il n'y a que ça qui est bien, finalement, c'est une façon de réduire la diversité, parce que finalement, les AAA et tout ça, ils ont leur place aussi. Alors, ils sont critiquables sur plein de points, tout comme il y a des indés qui sont critiquables sur plein de points, mais faut arriver à un stade où se dire qu'il faut des deux, en fait, que chacun n'a pas la même, le même objectif de base, ça ne reste pas forcément au même public, même si, bon, c'est une expression un peu maladroite, parce que je veux dire, enfin, moi personnellement, je joue à des AAA, je joue à des indés, j'ai pas forcément envie d'avoir toujours la même expérience. Mm. Et du coup, c'est devenu finalement en fait, c'est un peu l'équivalent de ceux qui jurent que par la musique classique ou qui vont parler en cinéma que des films de tel auteur, de je sais plus qui. Ouais, moi je suis pas bon en cinéma. Je suis pas un vrai cinéphile. Et du coup, finalement, c'est un peu triste, quoi. C'est quelque chose d'important de défendre les créations indépendantes, même si maintenant, il faut arriver aussi à définir indépendant, parce que il y a beaucoup de jeux qu'on dit indé qui ont un éditeur derrière. Donc, je pense maintenant, quand on parle d'indé, on parle d'un type de jeu, quoi, avec un petit studio derrière et qui tente un peu des trucs, quoi. Enfin, je le vois comme ça, perso. Donc ouais, non, je pense que c'est pas quelque chose de très sain non plus, quoi. Ça rentre dans l'idée de la définition de ce qui est un vrai jeu ou pas, quoi, en fait. D'accord. Camille, tu veux réagir aussi? Alors moi, il me semble pas, j'en suis sûre, c'est ce côté qu'on retrouve aussi dans l'art contemporain et il me semble l'art général, c'est que les vrais connaisseurs connaissent les pépites qui sont vraiment cachées au fond et la masse, elle, ne connaît que les grands artistes, etc. On retrouve le même schéma en fait dans le jeu vidéo, les vrais connaisseurs connaissent les super petits indés et les petites productions géniales et la masse ne connaît que les AAA. Et c'est pareil pour le cinéma. Et ce que je voulais dire, c'est logique, puisque dans l'élitisme, il y a cette idée que les personnes veulent vraiment s'extirper de la masse et évidemment se placer au-dessus. Sinon, c'est pas drôle. Et en étant vraiment experts dans leur domaine et en le prouvant, je vois des Denis Brognard partout. C'est ça l'élitisme. Sur de ouf. Mon Dieu, elle révèle nos secrets, on est fous. Et voilà, et c'est comme ça qu'on se place au-dessus des autres, c'est en connaissant ce que eux ne connaissent pas, et ça prouve que voilà, je suis meilleur que toi. Donc c'est encore venir, finalement, c'est comment moi j'arrive à me définir par rapport à ce que fait l'autre. Et finalement, c'est choisir la différence, enfin en tout cas l'opposé plutôt de ce que fait l'autre. Et dans le jeu vidéo, et je pense dans la culture geek en général, c'est encore peut-être plus accentué du fait que, comme ce sont des cultures qui ont été considérées pendant un moment comme des sous-cultures, vraiment, le grand public ne s'y intéressait pas, entre guillemets, enfin, le jeu vidéo quand même, c'est particulier, mais la culture geek, en fait, je pense aux comics, tout ça, il y a eu vraiment ce côté, il y a toujours, je pense, un peu ce côté, le grand public ne veut pas s'intéresser aux jeux vidéo et aux comics parce que c'est des trucs de sous-culturels, quoi, vraiment sous-culture. Il y a toujours cette hiérarchisation de la culture. Et en fait, les geeks, entre guillemets, ont aimé avoir pour eux cette culture-là qui aujourd'hui explose au grand public. Donc aujourd'hui, connaître Spider-Man, bah, c'est pas ouf, quoi. Savoir qu'il s'appelle Tom Parker, j'allais dire. Et ben bravo. Savoir qu'il s'appelle Peter Parker, c'est pas une connaissance suffisante pour être geek. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Jérémy et Sig, si vous voulez réagir par rapport déjà à ce qui était dit, vous proposez votre réponse. Alors moi, de mon côté,
c'était, comme je le disais dans le chat, Camille a très bien résumé ma pensée sur tes questions. J'ai vraiment rien à ajouter. D'accord. D'accord, bah c'est super, ça veut dire au moins vous êtes d'accord, c'est une bonne chose. Est-ce que Ouais. Jérémy, tu veux réagir par rapport à ce qui a été dit ou prendre la parole justement pour proposer ta propre réponse? Oui. Par contre, je vais juste Ah, présenter succinctement ce que je veux dire et après on voit si ça rentre, si c'est pas hors sujet. Parce que justement, j'essaie de me mettre à la place en me disant mais pourquoi est-ce que dans ma tête, justement, les jeux indés seraient meilleurs que les jeux AAA ou d'autres jeux d'ailleurs. Et en fait, ce qui me vient en tête, c'est que il y a toutes ces différenciations qui sont assez intéressantes, qui parlent du modèle économique, du mode de production. C'est-à-dire qu'il y a quand même des jeux indés qui sont des arlésiennes. Ça va faire des années qu'on attend que la release sorte. Et finalement, ça a donné presque une sorte d'effet de mode aussi vers les AAA, où on a eu les DLC qui sont sortis, tout ce qui est la mode du financement participatif. Donc, est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi à voir de ce côté-là? Est-ce que l'élitisme n'est pas aussi dans rentrer à fond dans une nouvelle manière? Finalement, il y a autant la protection que de dire eh ben, je rentre à fond dans une nouvelle manière, je me l'approprie, et si j'arrive à me l'approprier avant les autres, eh ben, peut-être que je serai à même de dire que j'en sais plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose comme ça, justement? alors, j'identifie peut-être deux parties un petit peu dans ta question. Il y a d'un côté en fait, c'est est-ce que la mise en place d'un élitisme ou le fait de vouloir d'être exigeant aussi, parce qu'on n'a pas parlé de l'exigence que l'on peut avoir de son média. Est-ce que ça peut pas venir aussi d'une volonté d'orienter les grandes directions, l'avenir du média en général? Est-ce que ça peut pas non plus être presque politique en fait? Par exemple, des joueurs qui choisissent de ne jouer que aux jeux vidéo qui sont sur itch.io, mais par choix politique, en disant voilà, je veux que le jeu vidéo tende vers ce que ce à quoi moi je joue. Ça peut être une première partie de question. Et la deuxième partie que j'avais identifiée dans ta question, malheureusement, là je ne vais plus m'en souvenir, alors je vous propose un petit peu de répondre à la première. Sinon, je peux rappeler la deuxième Ah bah partie. oui, mais oui. Il y avait la question en fait, de se protéger en étant élitiste, et aussi la Ouais. question aussi de vouloir aller plus loin et en s'appropriant quelque chose avant les autres, de manière à pouvoir justement aussi, encore une fois, se mettre sur un piédestal et dire Ah d'accord. Ouais. qu'on sait plus de choses. Ah, donc là ça dépasse donc tout ce que je disais, mais c'est vraiment comment briller en société pour les noobs, en gros. Comment moi je vais me mettre en avant par rapport à ma propre communauté et donc quelles sont les mécaniques, quels sont les comportements que je dois avoir pour être toujours le meilleur, le plus connaisseur, le plus tout ça. Ça Mais d'un résume. autre Ouais, côté, pardon, vas-y, mais vas-y. oui, d'un autre côté, il faut que tu parles à des gens qui n'y connaissent pas, qui s'y connaissent moins. Donc, c'est un peu pour se glorifier devant des gens qui ne connaissent pas ce dont tu parles. C'est qu'est-ce que tu y gagnes. Et après, quand ils le connaissent, du coup, tu perds la possession que tu pensais avoir sur le média, et du coup, tu es frustré. En fait, tu es tout le temps dans une position de frustration, quoi. Soit les autres ne savent pas, et du coup, ça les intéresse pas forcément ce que tu dis, et tu te retrouves un peu reclus. Soit les autres connaissent déjà, et du coup, ce dont tu parles a moins de valeur, entre guillemets, en tout cas à tes yeux, je suppose, quand tu es élitiste. Et du coup, s'ils connaissent déjà, oui, ta parole est moins forte, et tu es moins... comment dire, c'est un peu... ah, j'ai oublié le mot. Tant pis. Tu représentes moins ta communauté, quoi. T'as un peu diminué hiérarchiquement, tu vois. Quand tu es élitiste, hein, je parle bien D'accord. dans la tête d'un élitiste. Hein. Je Dans la tête d'un reprécise. élitiste. Belmont, tu veux réagir? Oui, en tant que accro au crowdfunding, hein, voilà. Crowdfunding. Au crowdfunding, oui, voilà, j'étais mal placé. C'est bon, ça suffit. Sinon, sinon rien. Donc j'ai
découvert ça en 2013 à peu près avec bah, c'était Broken Sword 5 qui finançait là-dessus. Je me suis dit oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? On peut financer les jeux nous-mêmes quoi. Et au début, je trouvais qu'il y avait une espèce de candeur. En fait, c'est un petit peu un parallèle en fait avec mon expérience du jeu vidéo. Enfin, au début, c'était vraiment, ouah, c'est énorme. On peut financer des jeux. On est en contact avec les créateurs. C'est enfin quelque chose de super cool quoi. Bon, ça y est toujours, hein. Mais quand le système a gagné un peu d'ampleur et de popularité, du coup, il y a eu une espèce ouais, il y a un petit relent élitiste qui est arrivé avec des gens qui se sont mis à réclamer, mais vraiment des trucs en tant que dû quoi, aux créateurs, qui voulaient de plus en plus des trucs exclusifs pour bien montrer qu'ils avaient baqué le jeu, des skins, des persos exclusifs, enfin plein de trucs du genre quoi. Et le problème c'est que du coup ces gens-là ils ont tendance à être bien, on les entend bien quoi en général. Et donc ça a mis en place certaines normes finalement sur principalement Kickstarter, mais où on est obligé, enfin si un studio il se met pas à faire des récompenses exclusives pour les backers qui peuvent se voir en jeu, il a vite fait de se le faire reprocher quoi. Les gens viennent exiger des choses quoi, en disant oui je vous donne un peu d'argent alors vous devez me faire ça quoi. Et je trouve ça un peu triste quoi. Après il y a eu un petit côté positif, je suis presque fini. Non, non, non. Vas-y. C'est que ça a quand même amené une certaine professionnalisation en guillemets des campagnes de financement, ce qu'il y en avait quand même besoin parce que c'était cool en fait de voir ces studios débarquer avec juste toute leur passion en disant voilà nous on va faire ça et c'était souvent des démarches extrêmement honnêtes et passionnées quoi, mais souvent enfin, ça a donné pas mal d'échecs, des studios qui se sont vautrés complètement parce que du coup bah c'était pas assez préparé quoi. Donc il y a quand même eu un petit côté positif à cette exigence du côté des backers, mais enfin, ouais, pour moi il y a un petit relent qui pue quoi quand même Donc finalement, là, derrière quoi. c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment non plus abordé, c'est la question finalement monétaire. Tout simplement, on revient toujours à ça de toute façon, hein. C'est terrible. Euh, on revient toujours finalement aux choses économiques, bassement économiques et monétaires et fiduciaires. Finalement, c'est comment on se distingue par le capital, malheureusement. J'utilise les grands mots, hein, encore une fois. Le capital qui va être donc là valorisé économiquement. Et donc là, Belmont, toi, l'expérience que tu nous racontais, c'était finalement, c'est comment on crée la différence par simplement le capital monétaire d'une personne, le capital C'est économique ça. d'une personne. Ça fait un peu écho aussi avec certains comportements de collectionneurs qu'on n'a pas abordé non plus. Ou avec les Euh, free-to-play finalement, les cash shops qui te permettent les pay to win ou ceux qui te permettent d'avoir des gros skins qui envoient plein les yeux mais que tu peux avoir qu'en payant quoi. donc oui, enfin toujours, il y a toujours ce besoin de, on en revient à se distinguer de l'autre toujours. Et, euh, et finalement, en fait, là, c'est un axe particulièrement économique. Voilà, on peut aussi se distinguer donc par rapport à ce qu'on a dit depuis le début de la discussion, hein. On pouvait se distinguer de l'autre par rapport à la compétence. Donc là, c'est l'élitisme un petit peu que vous avez pour lequel que vous acceptez le plus finalement, dans une certaine mesure, quand la compétence est uniquement cherchée pour la compétence elle-même et pas pour venir écraser les autres. On a abordé aussi un petit peu l'élitisme au niveau culturel, et là ce que tu nous dis finalement c'est l'élitisme bassement économique, classique des choses finalement. Oui, Oui. Oui, effectivement, on n'y avait pas pensé au début, mais c'est l'élitisme économique, quoi, au final, pour montrer sa position sociale. En fait, donc finalement, on en revient toujours à une histoire de hiérarchisation, mais ouais. c'est hiérarchisation de performance, de culture, et puis bah, de statut social, quoi, en gros. Et alors, ce que j'ai noté aussi dans ton témoignage et ce qui est finalement aussi intéressant,
par rapport à moi ce que j'ai apporté au niveau des collectionneurs, et toujours par rapport à cette distinction économique entre les joueurs, parce que finalement c'est de cela dont on parle, c'est qu'il y a une distinction qui est faite à l'intérieur des jeux. Donc là, c'est ce que toi tu as avancé au niveau des achats sur des Kickstarter, mais aussi au niveau des pay to win pour avoir des skins particulières. Et il y a aussi donc une distinction qui est faite sur l'ensemble des jeux par rapport, par exemple, à la collection du joueur qu'il va pouvoir exposer comme des objets habillant la pièce dans laquelle il vit et dans laquelle avec lesquels il va pouvoir montrer son statut social par rapport aux autres. Et donc là, on se retrouve finalement. Il faudrait peut-être que j'écrive un truc là-dessus. Ça m'intéresse. Là, je commence à être intéressé par le sujet. Et On va demander des droits d'auteur. je vais Je venir commence à être expliquer. intéressée. Je vais venir. Ça fait au bout d'une heure, ouais. Le mec, il est en train de nous faire une Macron, là. Il va faire un envers. Ah non, non, pas du... Ah non. Alors ça, s'il vous plaît. Euh, Est-ce que Jérémy, Sig, vous voulez rebondir sur ce qui a été dit, ou je vous propose de gentiment passer à une petite conclusion un petit peu pour terminer ce podcast, cette presque radio libre, on va dire. Pas de réaction de vos côtés? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'avais eu envie de réagir à certains moments, mais je me souviens plus exactement. Ah, Donc, mince. on va dire que pour moi c'est bon. Il sent fort les vacances, moi je vous dis, ce podcast. Est-ce que Jérémy, tu veux réagir une dernière fois avant de conclure définitivement jusqu'à jamais le podcast? Objection, c'est tout bon. C'est On tout est bon. ok. Oui. Je vous propose de proposer d'avoir quelques instants chacun pour résumer finalement un petit peu, pour proposer chacun finalement votre réponse à la question qu'on se posait au début et finalement sur toute la discussion que nous avons eue cette heure-là. Donc je vous propose à chacun de répondre un petit peu à la question aujourd'hui en 2017, comment définir l'élitisme vidéoludique? Et là, c'est à vous pour conclure. Et on commence forcément avec Belmont, qui à cause de son ordre alphabétique, commence sans arrêt en premier. C'est un complot. C'est un complot. Je vais porter plainte. Ouais, bah, moi, ce que je pense de l'éthisme, en fait, c'est que ça touche à plein de choses, mais à des comportements qui peuvent être positifs, comme on l'a vu pour la recherche de la performance et tout ça, mais vraiment, quand on parle d'élitisme, pour moi, c'est forcément quelque chose de négatif. Parce que c'est forcément pour hiérarchiser les choses, pour dire que quelque chose est meilleur, quelqu'un est meilleur, qu'on a vu que ça soit pour ses goûts, pour ses performances, pour son argent. Et ça, je trouve ça vraiment, enfin, c'est quelque chose de malsain, c'est quelque chose de toxique. C'est ce qui fait qu'on on se retrouve sur des jeux multijoueurs avec des gens, quand on leur dit bonjour, ils nous répondent d'aller nous faire. Avoir un cancer. Mais en plus, voilà, c'est des trucs que j'ai vraiment vécu, quoi. Bonjour, c'est direct, va mourir, quoi. Et je reste. Mais donc ouais, non, c'est quelque chose. Faut vraiment qu'on arrive à s'en débarrasser. Je sais que c'est pas facile, parce que je pense enfin, moi personnellement, je suis passé par là à un moment. Peut-être pas aussi extrême que. Je vais dire que certains, mais c'est là ce qu'on me phrase. Ouais, non, c'est pas quelque chose de bien, et que ce soit pour critiquer les AAA ou les indépendances, enfin, c'est pareil, quoi. Faut accepter tout ce que le média a proposé, quoi. Par contre, faut pas que ça nous empêche de le critiquer sur les points à critiquer, quoi. Voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment important, quoi. Faut arriver à se débarrasser de l'élitisme, mais ça n'empêche pas de pointer des défauts qu'on pense pertinents, quoi. À ton tour, Camille. C'est très bien ce qu'a dit Belmont. Et ouais, pour moi, l'élitisme, c'est vraiment dans le jeu vidéo, c'est vraiment ces personnes qui essayent de se mettre au-dessus des autres, de créer une hiérarchie, effectivement, soit de
connaissance, et dans ce cas-là c'est malsain, soit mince, j'ai oublié ce qu'on est, de performance, et dans ce cas-là ça amène à des trucs plutôt chouettes quand ils partagent, etc. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Cadré, quoi. C'est ça. Mais les mecs qui décident d'eux-mêmes que parce qu'ils ont cette connaissance, ils sont au-dessus des autres, bah non. Et que d'eux-mêmes, ils décident que tel jeu est au-dessus d'un des autres, non plus. En fait, on est tous différents, on a tous une relation différente avec chaque jeu vidéo séparé. Et c'est ça qui est beau, quoi, dans le jeu vidéo, j'ai envie de dire. C'est très, très bisounours ce que je dis, mais c'est vraiment ma pensée, quoi. On réagit tous différemment, on a tous des expériences différentes. C'est justement le principe. C'est pour ça que le jeu vidéo est génial aussi. Et il faut toutes les respecter. Voilà. Ben, merci beaucoup. À ton tour, Jérémy, de proposer une réponse à la question. Pour ma part, il y avait deux choses qui m'avaient marqué dans cette conversation, cette table ronde. C'est l'élitisme finalement comme une sorte de outil que vont utiliser les élitistes pour pouvoir se protéger ou venir chercher différentes informations, mobiliser des réseaux et aussi du coup dénigrer les personnes qui ne les ont pas. Ce que je trouvais aussi intéressant, et je voulais ouvrir là-dessus, il y avait cette question d'intention qui était bonne ou mauvaise, qui a été suffisamment mis en avant par Camille et par Belmont. Surtout, en fait, moi je me pose la question de la médiation, de l'information et de la communication. Point de vue de l'élitisme, puisque en fait finalement c'est un partage d'une culture, alors même que l'élitisme pourrait soit s'enorgueiller de posséder une culture que les autres n'ont pas, soit tout faire pour la garder et du coup ne pas la partager. Donc je me pose la question vis-à-vis de ces choses-là, puisque moi-même en fait je me sers du jeu vidéo comme étant un outil de médiation, et du coup implicitement ça veut dire que je détiens des savoirs et je me sers du jeu vidéo pour les partager. Donc, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'élitiste? Je ne sais pas. Mais je suis prêt à endosser la chose si jamais ça peut être quelque chose de bénéfique. Eh bien, merci beaucoup. Et enfin, la dernière réponse de cette soirée, et je laisse la parole à Sig, donc. Moi, un peu comme les trois réponses d'avant, je vais me concentrer sur les pratiques vidéoludiques et pas sur les autres formes d'élitisme qu'on a vues. C'est-à-dire, là, je pense surtout à ce qui a été dit par Belmont avec l'élitisme économique. Je vois vraiment deux formes d'élitisme très prégnantes, comme on l'a dit, et je les résumerai comme ça. C'est toujours comment bien jouer. Comment jouer mieux que les autres ou jouer au bon jeu. Voilà, c'est tout ce que je vois. Et dans les deux cas, en fait, l'élitisme, ce sera créer effectivement une hiérarchie, alors que ça pourrait être totalement bénéfique, effectivement, dans l'aspect performatif. Par exemple, simplement, c'est super cool de voir des gens qui prennent leur pied à jouer à un jeu et à faire le maximum ensemble ou seul dans un jeu quelconque. Dans l'aspect jouer au bon jeu, l'aspect culturel comme on a vu, ça peut permettre d'avoir une forme comment ça peut créer une norme, comme ça peut créer des codes et permettre de jouer avec des codes, ce qui peut être vraiment utile pour ne pas se perdre dans le jeu vidéo. Voilà. C'est un petit peu comme une langue, quoi. Faudrait pas l'empêcher d'évoluer, mais c'est bien d'avoir des codes pour permettre de l'utiliser. Eh bien, merci pour cette métaphore qui vient conclure vraiment ce podcast. Belmont, Camille, Jérémy et Sig, vraiment merci beaucoup à tous les quatre d'être venus discuter de ce sujet. Alors il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas abordées. Alors moi j'aimerais
vraiment, pourquoi pas continuer prochainement, pourquoi pas sur l'exigence aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être exigeant vis-à-vis de son médium? Il y avait plein d'autres questions finalement que je me suis posé en vous écoutant. C'était vraiment très passionnant de faire cet exercice avec vous. Merci beaucoup donc encore une fois à tous les quatre. Merci aux organisateurs toujours, hein, Sig qui est présent avec nous du coup, mais que je rementionne, et Yuriki qui s'est quand même un petit peu chargé, qui se réveille mais qui s'est quand même chargé pour tout ce qui est organisation et logistique. Merci à vous quatre, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés de bout en bout, qui sont venus dire bonjour, au revoir, etc. On les aime et on vous aime de toute façon. Merci infiniment. Pour continuer les discussions, je vous propose de nous retrouver dans le salon général. On vous embrasse très fort. À bientôt. Salut. Merci. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.